Vous avez été très nombreux à suivre le premier épisode de comment je suis arrivée dans le pays où je suis. Et je suis encore là aujourd'hui pour continuer avec le deuxième épisode. Alors, vous ne voulez pas rater ça. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est là pour continuer l'épisode 2 de comment j'ai atterri au Canada. Alors, dans l'épisode 1, si vous ne l'avez pas encore regardé, je vais mettre la vidéo juste ici. Vous irez regarder l'épisode 1 pour suivre quand même la chronologie de ce que je vais dire. Parce que si vous prenez l'épisode 2 en chemin, ce serait bien que vous le regardiez. Alors, allez regarder l'épisode 1 et revenez à l'épisode 2. Pour ceux qui ont déjà regardé l'épisode 1, mais voici la continuation. Alors, je disais donc que nous avons fini par être d'accord sur le fait que oui, on faisait la procédure. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de la procédure. Alors, quand nous avons décidé de finalement aller avec la procédure, nous avons commencé par rassembler tous nos documents, les documents dont on avait besoin. C'était beaucoup de documents qu'il fallait quand même faire certifier, faire légaliser, etc. Donc, cette partie-là de la procédure nous a quand même pris beaucoup de temps parce que c'était assez administratif. Il y avait certains diplômes qu'on n'avait pas forcément à disposition et il fallait aller demander. Donc tout ça, c'était vraiment le côté administratif qui est le côté le plus ennuyant, bien sûr, le côté le moins fun de la chose. Donc il fallait rassembler tous ces documents, faire sûr que les documents étaient appropriés, étaient certifiés conformes aux originaux, etc. Aller regarder la checklist pour voir si tout était OK. Donc la partie administrative nous a quand même pris assez de temps. Sinon plus de 2 mois à faire rassembler le tout parce qu'il y avait certaines demandes, il fallait retourner dans certaines écoles et tout ça. Donc finalement ça nous a pris quand même assez de temps pour rassembler tous les documents afin de remplir le côté administratif, le côté documentation pour la procédure. Donc, ceci étant dit, quand tout ça a été rassemblé, tout ça a été fait, nous avons fait le dépôt de dossier. Donc, nous avons fait le dépôt de dossier en envoyant tous les documents par DHL, par courrier express, DHL, pour que ça aille plus vite. Donc, il y a certaines personnes qui optent pour la poste normale, mais ça prend un peu plus de temps. Mais par DHL, ça va plus vite et au moins on est assuré que le courrier va arriver. Donc, on a tout posté par DHL, puis on attend. Puis on attend, il faut attendre pour avoir une réponse. Et en ce moment-là, je veux dire, à ce moment-là, on n'avait pas vraiment le Wi-Fi, Internet sur nos téléphones, etc. Donc, il fallait toujours aller dans ce qu'on appelle un cybercafé, c'est-à-dire il y a des magasins, des entités qui reçoivent le Wi-Fi là-bas et ils le vendent à petits coûts. Donc, tous ceux qui sont un peu de ce temps-là savent ce qu'on appelle un cybercafé. Donc, on devait tout le temps aller dans un cybercafé pour aller consulter nos mails afin de voir s'il y a eu une réponse ou pas. Donc, imaginez le nombre de fois que on allait au cybercafé ou le nombre de temps qu'on passait dans le cybercafé juste pour aller voir s'il y avait une réponse ou pas, s'il y avait est-ce qu'on avait eu quelque chose. On a passé beaucoup de temps dans les cybercafés. Et entre-temps, on continuait nos emplois normalement, on allait au travail. Et c'était pas évident parce que en même temps tu t'attends à quelque chose, en même temps il faut continuer ta vie normale comme si de rien n'était. Donc c'était vraiment un exercice assez périlleux des fois, surtout quand tu es au travail et que ça ne se passe pas bien, que peut-être ton boss te parle mal ou quelque chose comme ça, tu te rappelles que je suis en train de faire une procédure, peut-être un jour ça va marcher, puis je vais quitter ce boulot, etc. Donc en fin de compte, on est divisé en deux. Donc, ce n'est pas vraiment évident, ce n'est pas toujours commode, mais il faut prendre son mal en patience. Il faut vraiment être patient, surtout avec la procédure pour aller au Canada. Il faut vraiment cultiver sa patience. Il faut vraiment aller à l'école de la patience parce que ce n'est pas quelque chose qu'en 2 semaines tu reçois la réponse. Non, il faut vraiment attendre, être patient, toujours vérifier tes choses pour voir s'il y a une réponse, s'il y a quelque chose. Donc, on a été à l'école de la patience, vraiment. La première chose qu'on a appris, c'est la patience dans cette procédure-là. Et donc, finalement, disons 2 ou 3 mois, on a reçu une réponse et la réponse était négative. Ça veut dire que on nous a dit
qu'on n'était pas admissible pour aller au Canada, selon ce qu'on a envoyé comme document, selon ce qu'on a rempli comme formulaire en ligne et tout, qu'on n'était pas admissible, donc on ne pouvait pas continuer avec notre procédure. Ah, le choc. C'était le choc, le vrai choc. C'est-à-dire, c'était comme si le ciel était tombé sur notre tête. Tellement on était sûr qu'on avait fait toutes les choses dans les normes. Tellement on s'attendait quand même, oui, ça prendrait du temps, mais ça finirait par donner une réponse positive. Quand on a eu ce courrier-là, je vous assure que la nuit, là, on n'a pas dormi. C'était un échec pour nous. C'était comme si on revenait à la case départ. C'était comme si tout ce qu'on avait projeté tombait à l'eau. Et ce n'est pas facile. Je vous assure, ce n'est pas facile. C'était les larmes, les chaudes larmes, vraiment. Mais après ça, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on est parti relire vraiment tout sur le site d'immigration pour comprendre pourquoi on nous disait qu'on n'était pas admissible. Alors, ce qu'on a compris quand on a relu tout, c'est qu'il manquait un document qui devait attester pour notre emploi. Et c'était à cause de ce document-là seulement qu'on nous avait dit qu'on n'était pas admissible. Donc, il fallait rechanger la procédure au complet. Il fallait remettre un autre requérant principal. Donc, on a juste interverti les rôles. Donc, on m'a mis en tant que requérant principal au lieu de mettre mon mari en tant que requérant principal. Et on a refait encore la procédure une nouvelle fois. Cette fois-ci, c'est allé vite parce qu'on avait déjà tous les documents administratifs. C'était juste le document du travail là qu'il fallait récupérer. Et donc, on a récupéré le document du travail. Donc, on ne s'est pas découragé. Donc, la leçon à apprendre, la deuxième leçon que nous avons apprise, c'est que quel que soit ce que tu fais, s'il y a un échec ou bien tu as échoué une première fois, ça ne veut pas dire que c'est fini. Ça ne veut pas dire que tu ne peux plus rebondir sur cet échec-là pour pouvoir recommencer. Il faut toujours rebondir sur son échec. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons séché nos larmes. Oui, on a pleuré. Bon, moi, j'ai pleuré. Et on a séché nos larmes. J'ai séché mes larmes. Et on est retourné relire minutieusement tout ce qu'on devait refaire. Et on l'a refait. Mais avant de le refaire, on voulait appeler immigration pour pouvoir avoir la confirmation que c'était la bonne chose à faire. Et en ce moment-là, il fallait appeler le centre d'immigration dans notre pays à côté, qui était le Ghana. Donc, on lance l'appel. En ce moment-là, il n'y avait pas WhatsApp. Il n'y a pas Internet sur nos téléphones. Il fallait acheter le crédit pour appeler directement là-bas. Et on appelle, tu restes en ligne pendant au moins 30 minutes avant que quelqu'un ne prenne l'appel. Et en ce moment-là, peut-être on te met sur le serveur automatique qui te parle, patiente et tout ça. Et en ce moment-là, ton crédit est en train de partir. Donc, imaginez le montant de crédit qu'on a acheté juste pour tomber sur quelqu'un pour nous confirmer ça. Et tu es là en ligne, tu attends. Des fois, tu fais 30 minutes après, l'appel se coupe. Et tu relances encore. Donc, on a dépensé de l'argent dans le crédit de communication juste pour pouvoir tomber sur quelqu'un pour pouvoir nous confirmer ça. Finalement, on est tombé sur quelqu'un après mai appel. On est tombé sur quelqu'un on a posé nos questions. Toutes les questions, on les avait préparées sur un papier. Et on a posé toutes les questions pour pouvoir comprendre exactement comment il fallait refaire la procédure et savoir si on avait encore le droit de refaire la procédure. Alors, il nous a rassuré qu'on pouvait le refaire. Il nous a parlé de comment on devait le refaire. C'était la bonne chose qu'on avait supposée, mais on voulait juste le confirmer. Et il nous l'a confirmé finalement. Et on a raccroché. Et on a rassemblé nos documents. On a fait notre deuxième envoi par DHL et on attendait encore. Donc, on a envoyé pour la deuxième fois, on l'a envoyé. On a attendu. Après environ un mois et demi, on a reçu un accusé de réception, comme quoi notre demande a été reçue. Juste pour vous dire que la demande a été reçue. Donc, on a reçu l'accusé de réception et on attend encore. Donc, après l'accusé de réception, on attend. Et je dirais environ 5 à 6 mois après. Je vous ai dit, la patience, vraiment. 5 à 6 mois après, on reçoit un courrier dans notre mail, comme quoi on devait continuer la procédure. Donc, on a passé l'étape 1, on devait continuer la procédure pour l'étape 2, ainsi de suite. Et tenez-vous bien, ce mail-là est tombé dans les spams.
dans les courriers indésirables, tout ça, dans les spams. Le mail est tombé dans les spams. Or, on allait au cyber tout le temps pour pouvoir consulter nos mails et on n'avait pas vraiment l'automatisation d'aller consulter les spams pour voir s'il y a quelque chose qui est tombé là-bas ou pas. On n'avait pas cet automatisme-là en ce moment-là. Il faut dire que en ce moment-là, comme je vous ai dit, Internet n'était pas très développé comme aujourd'hui. Donc, on n'avait pas cet automatisme. Quand on allait au cyber, on consultait nos mails et tout ça. Non, il n'y a rien, on ferme, on repart. Mais le jour-là, quand on a consulté notre mail, j'ai dit, OK, juste pour aller voir dans les spams, pour voir s'il y a quelque chose. Et on va dans les spams, bam, le mail est là-bas. Et le mail était là-bas depuis environ 3 semaines, imaginez. Environ 3 semaines, le mail était là-bas, mais nous, on allait quand même presque 2 à 3 fois par semaine au cyber pour aller voir s'il y a quelque chose, mais jamais on a consulté le spam pour aller voir. Et le jour-là, on consultait le spam, on voyait que le mail était là-bas depuis 3 semaines. Et là, on se levait rapidement, alors qu'on nous donnait 1 mois pour donner une réponse. Après 1 mois, si on ne donne pas une réponse, c'est fini. On considère que tu n'es plus intéressé par la procédure, donc c'est fini, on ferme ton dossier. Donc, c'était déjà là en 3 semaines. Donc, nous, on l'a vu. Et quand on l'a vu, on avait 1 semaine pour répondre à ça. Donc, on a tout de suite répondu au mail et de justesse, hein, de justesse. On ratait ça de peu, vraiment, de justesse. On a tout de suite répondu au mail et c'est là qu'après on nous a envoyé des documents pour faire les examens médicaux, ainsi de suite. Et voilà, on a finalisé aussi par les examens médicaux et on attendait encore. Donc après les examens médicaux, il faut attendre pour voir s'il y a rien côté santé qui pouvait empêcher que tu ne viennes, etc. Donc on a attendu environ 1 mois et après 1 mois, on a reçu un autre courriel, un autre mail. Et là, ce que ça nous a pris, c'est d'aller consulter les spams toujours. Donc, on a reçu un autre mail, lui n'est pas tombé dans les spams. Le mail qui nous disait d'envoyer nos passeports. Alors ça, c'était vraiment, on était vraiment rendu au bout. Que si on te demande le passeport, c'est que c'est bon. Mais en toujours être humain que nous sommes, on était encore un peu dubitatif. Moi, j'ai dit, tant que moi, je ne vois pas le cachet dans le passeport comme quoi tu as reçu le visa pour partir, je n'y croirai pas. Alors, je ne le dirai à personne. Ça, c'était l'autre leçon. On ne l'a vraiment dit à personne. Toute la procédure a été vraiment secrète. On ne l'a dit à personne. Et une chose parce que ça prenait du temps. Donc, tout ce que je vous dis là, on est passé de la première demande à la deuxième demande jusqu'à ce qu'on nous dise d'envoyer les passeports. Ça faisait environ 1 an et demi, hein, environ 18 mois, 18 mois tout ça. Donc, le dire à quelqu'un, on se disait que ce n'était pas vraiment approprié parce que ça prenait trop de temps. Donc, c'est quelque chose qui ne serait pas prêt aujourd'hui. Donc, c'était pas vraiment la peine d'en parler. Et puis, la deuxième chose, c'est que tant que tu es en train de bâtir un projet, c'est pas la peine de le divulguer. Vraiment, ce n'est pas que je suis très superstitieuse ou bien c'est pas que on doute de quelqu'un ou quelque chose comme ça, mais de façon même pratique, ce n'est pas avantageux pour toi de déballer tes projets à qui veut l'entendre avant que le projet ne mûrisse ou bien ne naisse ou bien n'aboutisse. C'est mieux de le garder pour toi, de prier dessus, ok? Tu pries dessus, tu médites, tu fais tes calculs, tu fais ta gestion de ton projet sans que 1000 personnes ne soient au courant. Je ne dis pas de ne le dire à personne. Si tu as quand même des gens de confiance à qui tu veux partager pour qu'ils prient avec toi, etc., c'est une bonne chose. Pour qu'ils te donnent de bonnes idées, c'est une bonne chose. Mais ne le dis pas à 1500 personnes. Ne le dis pas à qui veut l'entendre. Toi-même, ça va faire que tu ne seras pas trop concentré parce que X va venir, va vouloir te donner un conseil. Y va vouloir te dire, oh, ne le fais pas ceci, fais-le comme ça. Et en même temps, ça te perd. Tu te mets dans une confusion totale par rapport à ton projet. Donc, c'est mieux, garde tes projets pour toi jusqu'à ce qu'ils n'aboutissent. Et quand il aboutit, si tu veux célébrer Dieu pour cet aboutissement avec quelques personnes, c'est bon. Mais pendant que ton projet est en train de germer ou bien de prendre effet, garde-le pour toi et ferme ta bouche. Donc, nous ne l'avons dit à personne, ok? À quelques personnes, vraiment, c'est à compter du bout des doigts, les personnes qui étaient au courant. Et voilà, nous avons envoyé nos passeports
avec une enveloppe retour. Et on attendait l'enveloppe retour. DHL devait nous appeler quand l'enveloppe retour serait arrivée à DHL. Et un jour comme ça, j'étais là à la maison. Je devais aller au travail le soir parce que je travaillais par quart, des fois par quart de jour, des fois par quart de soir. Et je devais aller au travail le soir. Donc, j'étais à la maison jusqu'à midi normalement et je devais partir au travail après midi. Donc, voilà mon mari qui m'appelle que DHL vient de l'appeler et que les passeports sont arrivés et que est-ce que je pouvais aller les chercher avant d'aller travailler. Je dis, mais bien sûr que je peux aller les chercher. Alors, avant de continuer l'histoire, si vous êtes arrivé jusqu'ici de la vidéo, c'est parce que vous aimez vraiment les belles histoires. Alors, je vous demanderai de vous abonner massivement, de mettre un pouce sur la vidéo, liker et partager pour m'encourager à vous livrer le reste de l'histoire. Alors, comme je le disais, le jour-là que j'allais chercher les passeports à DHL, c'était toute une émotion. C'était vraiment, mon cœur était en ébullition. Et je suis arrivée. Je suis arrivée tranquillement, j'ai signé ce que j'avais à signer et on m'a remis les passeports. Maintenant, pour retourner à la maison, je devais prendre un taxi. Et le taxi, c'est le transport en commun, donc il y avait plusieurs personnes dans la voiture. Et j'avais pris mon sac comme ça je l'avais serré dans mes bras parce qu'il y avait d'autres personnes dans la voiture et justement, je ne voulais pas, pour aucune raison, perdre mes passeports. Alors, je les ai serrés contre moi pendant toute la durée du trajet, qui a duré environ 25 à 30 minutes. Et je suis arrivée à la maison, j'ai rangé tout, là où mon mari m'avait demandé de ranger et tout. Et je l'ai appelé pour lui dire que tout est prêt, que j'ai tout rangé et que tout était là, en place, comme il le fallait. Alors, le soir, là, je devais retourner au travail. Et je suis allée au travail, mais j'avais complètement l'esprit ailleurs. J'étais comme sur un nuage, vous savez. Et tout ce qui se passait au travail le jour-là, c'était comme, je n'avais pas du tout mon esprit là. J'étais là, je survolais en fait, je survolais parce que je savais que je n'étais plus là. J'étais encore là de corps, mais pas plus pour longtemps. Donc, je jubilais intérieurement. Et oui, je parlais avec des clients et même quand les clients m'énervaient, ça ne me disait rien du tout. Bref, j'étais vraiment dans une extase. Et c'est comme ça que nous avons finalisé tout et nous avons eu nos passeports pour le départ. Alors tout cela, nous l'avons fait vraiment discrètement et il y a personne, vraiment personne qui était au courant. C'était intentionnel de le faire comme ça. Et ce que je vous dirais, c'est que tous vos projets, gardez-les pour vous jusqu'à ce que les projets se réalisent. Pas parce que on est trop superstitieux ou bien on doute de quelqu'un, mais c'est l'essence même des projets. Il faut vraiment les garder pour soi. Et quand le projet va vraiment aboutir, vous pourrez les partager avec les gens qui vous sont extrêmement chers et extrêmement proches. Mais d'une manière générale, gardez vos projets pour vous, c'est très important. Donc voilà, c'est comme ça que la procédure s'est déroulée et je vous demanderai de continuer à suivre pour le troisième épisode de comment j'ai atterri au Canada. Alors, abonnez-vous, likez, partagez, mettez vos pouces et on se revoit à la prochaine vidéo. Je suis Essie Koudao, je suis votre amie.